Les titrages. En quoi ça consiste? C'est la détermination d'une quantité de matière. Elle est essentielle, par exemple, lors d'une prise de sang ou pour commercialiser un nouveau produit lors des contrôles qualité. Donc les chimistes analysent les échantillons. Ils réalisent ce qu'on appelle des dosages. Il en existe deux types. Les dosages par étalonnage, c'est ce que nous avons vu avec la loi de Berlambert. C'est non destructif, c'est-à-dire qu'à la fin l'échantillon est intact. Et les dosages par titrage, ce qui va nous occuper dans ce chapitre, c'est une méthode destructive puisqu'on fait appel à une transformation chimique afin de déterminer la concentration ou la quantité de matière de l'espèce chimique à doser. Le montage support d'un titrage. Vous devez le connaître par cœur, savoir le reproduire et le légender. C'est comme tout, il faut s'entraîner. Donc, lors d'un dosage, il y a deux solutions. Nous l'avions plus ou moins vu. Nous avions fait du moins les gestes essentiels dans un TP précédent. Donc, là, vous prenez deux couleurs du fluo. Sur PowerPoint, je n'arrive pas à fluoter, donc je mets en couleur. Il y a la solution titrée. C'est celle qui contient l'espèce à doser. On la place dans un bécher ou dans un Erlenmeyer. Comme elle doit être dosée, il faut la prélever le plus précisément possible, à savoir avec une pipette jaugée. Ensuite, il y a la solution titrante. C'est la solution dont la concentration est connue. On la place généralement dans la burette graduée. Voici le schéma que vous avez sur votre feuille. Il faut savoir le reproduire très schématiquement. On ne vous donne pas de faire du 3D. Par exemple, pour la burette, vous faites un trait droit avec le robinet horizontal avec un petit trait vertical. Je vous montrerai ça un peu. Je vous rappelle la convention vue en seconde. Lorsqu'on légende un objet, on met une flèche au bout du trait. Lorsqu'on légende une espèce chimique, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, on met un point. Donc, à l'intérieur de la burette, on met un point, c'est la solution titrante. Et à côté, vous prendrez l'habitude, avec une accolade, d'écrire sa concentration, puisqu'elle est toujours connue, et le volume équivalent, qui est connu. Soit dans l'énoncé du TP, soit parce que vous faites de l'exercice, soit parce que vous faites vous-même le TP, donc vous la lisez précisément. Ensuite vient un Erlenmeyer, c'est un objet, donc nous mettons une flèche au bout du trait. Je vous rappelle qu'une légende doit être alignée et du même côté si possible. Puis, ici c'est la solution titrée. Accolade, concentration inconnue, point d'interrogation. Par contre, le volume est connu, et même précisément, puisqu'il se prélève à la pipette jaugée. Ensuite, le barreau aimanté, à ne pas confondre avec l'agitateur magnétique. Et enfin, tout cela est maintenu par une potence. Les points techniques. C'est ce que vous devez retenir également pour le TP, puisque jeudi et vendredi de la rentrée, nous faisons un TP de titrage. La semaine suivante, vous en aurez un qui sera évalué pour le premier semestre. Donc, toujours placer un bécher poubelle sous la burette. Que vous en serviez ou non, c'est la convention. Je vous rappelle que le barreau aimanté, il doit être toujours sur l'agitateur magnétique. Comme c'est aimanté, on est sûr de ne pas le perdre. Préparation de la burette. Rinçage à l'eau distillée. Rinçage à la solution titrante. Et surtout, il faut ajuster le zéro sans bulle d'air dans le bec sous le robinet. Préparation de la solution titrée. Rinçage de la pipette jaugée à l'eau distillée, puis à la solution titrée. Je vous rappelle que comme on va regarder des couleurs, il est judicieux de placer un papier blanc sous l'Erlenmeyer afin de mieux repérer le changement de couleur. Lorsqu'on lance l'agitation, il ne faut pas que l'agitateur éclabousse, sinon on perd de l'espèce titrée, qui est passée sur les parois de l'Erlenmeyer ou du bécher, qui donc ne sera pas soumis à la transformation chimique avec le réactif titré. Et enfin, on fait deux titrages. Un très rapide pour repérer grossièrement le changement de couleur. Ensuite, on re-remplit la burette, on remet le réactif titré dans l'Erlenmeyer ou le bécher, et on s'arrête, le volume que nous avons repéré grossièrement, on s'arrête 1 ml avant, on verse très vite la burette, et ensuite on est patient, on lance un goutte à goutte pour repérer précisément la goutte
qui fait changer la couleur du milieu réactionnel. L'équivalence. On va faire tout un cas général comme le chapitre précédent. On étudie une réaction grand A, qui est le coefficient c'est l'espèce chimique, le petit a devant à sauter, vous le rajoutez, plus petit b grand B, donne petit c grand C plus petit d grand D. Une réaction de titrage doit être, à savoir Parker, totale, sinon ça ne sert à rien. Si elle ne réagit pas entièrement, il va nous rester de l'espèce chimique à doser. On ne saura pas quelle quantité. Rapide, on ne va pas passer 8 jours. Et enfin, unique, ce qui ramène à total. S'il y a une réaction parasite, on ne sait pas quelle quantité de matière sera prélevée par la réaction parasite. Donc, à savoir Parker, les qualités d'une réaction de titrage, c'est total, rapide, unique. La définition de l'équivalence. Il y a deux éléments dans la définition. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les quantités stoichiométriques. Ils sont consommés intégralement. C'est-à-dire que quand vous êtes au volume de réactif titrant qui détermine l'équivalence, vous pouvez poser la relation de stoichiométrie Na sur A égale NB sur B, vu dans le chapitre précédent. Et ensuite, à l'équivalence, il y a un changement de réactif limitant. Le milieu réactionnel, c'est le Bécher ou l'Erlenmeyer. Il est donc constitué du réactif titré. Comme vous versez le réactif titrant petit à petit et qu'il réagit avec le titré. Dans le milieu réactionnel, à chaque ajout de réactif titrant, il disparaît. Donc, avant l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est limitant. La goutte de l'équivalence, proportion stoichiométrique. Donc, il n'y a ni réactif titré, ni réactif titrant. Ensuite, on continue de verser. Donc, après l'équivalence, à chaque fois que vous versez du réactif titrant, il s'accumule dans le Bécher ou l'Erlenmeyer, puisque rien ne réagit avec lui. Donc, après l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif titré. Alors, deux cas de figure se présentent. Si c'est le réactif titré qui est coloré. Donc, le réactif titré, c'est celui qui est dans le Bécher ou l'Erlenmeyer sous la burette. Donc, au départ, on a un milieu réactionnel coloré. Au fur et à mesure que la réaction chimique se fait, la couleur disparaît. Donc, après l'équivalence, ça devient incolore. Donc, l'équivalence, son repérage se fait du passage couleur à incolore. À l'inverse, si c'est le réactif titrant qui est coloré, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la burette est coloré. Donc, au départ, dans le milieu réactionnel, nous avons une espèce chimique incolore. Au fur et à mesure que je verse le réactif titrant qui est coloré, il n'y a toujours pas de couleur puisqu'il y a une réaction chimique qui se produit et le réactif titrant est consommé. Par contre, quand j'arrive à la goutte de l'équivalence, la dernière goutte pour que ce soit dans la proportion stoichiométrique, c'est incolore, puisque tout le titrant coloré a été consommé, tout le titré incolore a également été consommé. Donc la goutte suivante qui va plonger dans le milieu réactionnel, elle va colorer le milieu, puisqu'il n'y a plus de titré pour agir. Donc à ce moment-là, l'équivalence se repère du passage incolore à couleur. Et on cite la couleur dans l'exercice. Alors, parfois, le problème qui se pose, c'est que et l'espèce chimique titrée et l'espèce chimique titrante sont incolores. Dans ce cas-là, on ajoute ce que l'on appelle un indicateur coloré de fin de réaction. Donc, il faut bien lire l'énoncé par contre. Je vous donne quelques noms, BBT, phénylphtaléine, élianthine. Il faut lire l'énoncé, de savoir quelle couleur il est en présence de quelle espèce chimique. Ensuite, on fonctionne comme dans le tableau précédent. Avec cette espèce, il est de telle couleur, avec celle-là, il est de telle couleur. Donc, l'équivalence se repère de passage de cette couleur à cette couleur. Alors, les titrages indirects. J'en dirai quelques mots en classe. Je vous sauter ce passage. C'est pas réellement au programme, mais vous devez savoir les utiliser parce qu'en fait, ils utilisent deux réactions chimiques. Donc, vous êtes censé savoir faire des tableaux d'avancement. Donc, même si ce n'est pas écrit clairement au programme, vous êtes censé savoir maîtriser un exercice de titrage indirect. Alors, pour l'application numéro 1, on garde les mêmes couleurs que nous avons définies jusqu'à présent pour le réactif titré et le réactif titrant. On cherche à déterminer la concentration et quantité de matière d'ion fer2 dans un produit phytosanitaire. Pour cela, on titre les ions fer2. Donc les ions fer2, c'est bien le réactif titré, celui dont on cherche la concentration ou la quantité de matière. Par. Donc à partir de là, c'est le réactif titrant. Une solution de permanganate de potassium.
Dans ce titrage, seules les ions permanganates sont colorés. Je ne précise pas la couleur puisque, en première spé, vous devez le savoir, les ions permanganates sont de couleur magenta à faible concentration, violet foncé à forte concentration. Identifiez le titré et le titrant. Bien, le titré, c'est l'ion fer2, le titrant, c'est l'ion permanganate. Ça, c'est une lecture d'énoncé et avoir appris ces définitions. Comment repère-t-on l'équivalence? Donc, il faut réfléchir au système chimique. Le titré, il est dans le bécher ou l'hermène-meyer sous la burette. Le titré, ce sont les ions fer2. Ils n'ont pas de couleur. En réalité, à très forte concentration, ils sont légèrement verts. À faible concentration, ils ne paraissent pas verts mais incolores. Donc, au départ, le système chimique, le milieu réactionnel dans le bécher ou l'hermène est incolore. Petit à petit, on verse le permanganate de potassium qui est violet. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on le verse, il se produit une réaction chimique entre les ions fer2 et les ions permanganate. Donc, les ions permanganate, dès qu'on les verse, disparaissent. Puisque, je vous rappelle que la réaction de titrage est rapide. Arrive l'instant où on est à l'équivalent, c'est-à-dire que la goutte que l'on verse, c'est la dernière goutte nécessaire pour consommer tous les ions Fe2+. Et comme on verse le permanganate au compte-gouttes, il n'y a pas non plus de permanganate dans le milieu réactionnel en excès. Donc la goutte suivante de permanganate qui est violet, magenta, il ne va rien lui arriver, puisque tous les ions fer2 ont été consommés, donc le milieu réactionnel, petit à petit, deviendra de plus en plus violet foncé. Conclusion, eh bien, l'équivalence est repérée pour le passage incolore magenta. Le milieu réactionnel initial contient les ions fer2, il est donc incolore. On repère l'équivalence par le passage incolore magenta, car après l'équivalence, les ions permanganates sont en excès. Vous pouvez également répondre comme ceci. Avant l'équivalence, c'est le réactif titré qui est en excès, donc c'est sa couleur qui domine. Après l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est en excès, donc c'est sa couleur qui domine. Deuxième exemple. L'acide acétylsalicylique contenu dans l'aspirine est incolore. La quantité de matière présente dans un cachet peut être titrée. Ça y est, on sait qui est présent. La quantité de matière présente dans un cachet, et juste à la phrase d'avant, vous disiez que dans le cachet d'aspirine, c'était l'acide acétylsalicylique. Donc cet acide peut être titré par une solution de soude. Bam! On a la solution titrante, c'est de la soude. Elle est incolore également. Donc là, on est dans le cas de figure où les deux espèces chimiques sont incolores. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir recours à un indicateur colorant. Les produits formés lors de la réaction sont également incolores. Afin de repérer l'équivalence, on verse du BBT, ça veut dire bleu de prométhylol, dans la solution titrée. Et là, on lit bien la phrase explicative. Le BBT est un indicateur coloré qui est jaune dans un milieu acide et bleu dans un milieu basique. Qu'observera-t-on lors de l'équivalence? Toujours le même raisonnement. Avant l'équivalence, c'est le réactif titré qui est en excès, donc c'est l'acide, donc le BBT sera jaune. Après l'équivalence, c'est le réactif titrant qui est en excès, donc le BBT sera bleu. Conclusion, l'équivalence est repérée par le passage jaune vers bleu. Le réactif titré est un acide, le milieu réactionnel initial est jaune. Après l'équivalence, le milieu réactionnel sera basique. L'indicateur coloré sera bleu. Donc le repérage de l'équivalence, c'est le passage du jaune au bleu. La relation à l'équivalence. La définition de l'équivalence, je vous rappelle, quand on vous la demande, il y a deux éléments donnés. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. C'est ce qui nous permet d'écrire cette relation, que Na sur A égale Nb sur B, vu dans le chapitre précédent. N est une quantité de matière en mol. Et je vous rappelle que ce qu'il faut rajouter à l'équivalence, c'est qu'il y a changement de réactif limitant. Avant l'équivalence, c'est le titré, après l'équivalence, c'est le titrant. Donc là, c'est la première partie de la définition qui nous intéressait. Je vous demande ensuite, dans votre polycope, d'extraire à partir de la formule Na0 sur A égale Nb équivalent sur B, l'expression de la quantité de matière de titré initial, donc Na0, par une petite manipulation d'expression littérale, on trouve que c'est A
coefficient A, stoichiométrique A sur coefficient stoichiométrique B, voilà la quantité de matière à l'équivalence. Et donc, si on veut aller jusqu'aux concentrations, comme on travaille avec des solutions, c'est très clair, solution titrée, solution titrante, le mot solution déclenche, pour la quantité de matière, l'expression littérale N égale C fois V. Donc, on remplace les N par C fois V. Donc, Na initial, c'est la concentration inconnue fois le volume introduit à la pipette jaugée, égale petit a divisé par petit b par rapport des coefficients stoichiométriques, fois la concentration du titrant qui est parfaitement connue, multiplié par le volume à l'équivalent. Donc Ca égale petit a sur petit b fois Cb fois Vec sur V1. Dernière ligne de ce chapitre, l'application 2, titrage des ions iodate par les ions thiosulfate. Je vous donne la relation. Pardon, je vous donne l'équation. Vous devez établir la relation, on lit bien la question, pas entre les quantités de matière, mais entre les concentrations. Et la concentration d'ion iodate et le volume équivalent. Donc, de thiosulfate vers C. Rien que cette phrase, volume équivalent d'ion thiosulfate vers C, signifie que le réactif titrant est vers C, donc c'est le thiosulfate, et donc le titré, ce sont les ions iodates. Donc, on est à l'équivalence. Donc, relation de proportion stoichiométrique. N iodate sur 2 égale N thiosulfate à l'équivalence sur 10. On remplace N, comme on est en solution, par C fois V. Donc ce coup-ci, j'ai décidé pour changer un petit peu de l'appeler V0, le volume initialement prélevé à la pipette jaugée d'ion iodate. Donc CiO3 moins fois V0 sur 2 égale C de thiosulfate fois Vx sur 10. Manipulation d'expression littérale. Concentration inconnue en ion iodate égale 2 dixièmes de concentration en ion thiosulfate fois Vx divisé par V0. Bon, bien sûr, vous savez simplifier 2 dixièmes, ça fait 1 cinquième. Donc, il faut savoir tout ceci pour le TP de la rentrée. Nous ferons un test de leçon la 2e semaine, c'est-à-dire la semaine à partir du 9. Et le jeudi et le vendredi de la rentrée, nous faisons un TP. Et la semaine suivante, soit la semaine du 9, ce sera un TP évalué sur les titrages. Bon courage, bon travail.